Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire dédié au thème d'actualité Calliope et la sous-traitance dans le cadre des actions CPF. Avant de démarrer, un rappel des quatre gestes pour réussir ce webinaire. Le premier geste, pensez à couper votre téléphone ou les notifications pour ne pas perturber le bon déroulement du webinaire. Le deuxième geste, c'est l'onglet chat. Vous avez la possibilité en effet de l'utiliser pour interagir avec nous, commenter, apporter en effet des éléments ou informations complémentaires. Et je vais vous demander de l'utiliser pour nous indiquer si vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'image, si vous voyez bien François et moi-même. Bonjour à tous, merci, parfait, OK pour tous, super. On va du coup pouvoir poursuivre. Donc le troisième geste, toujours dans les onglets, vous avez la partie questions où là, vous pouvez utiliser cet onglet pour poser vos questions au fur et à mesure du déroulement du webinaire. Et donc, on vous encourage notamment à utiliser cet onglet puisque c'est via cet onglet qu'on sélectionnera les questions et on y répondra au fur et à mesure. Autre information importante aussi, vous avez la possibilité de voter pour des questions qui vous paraissent pertinentes ou qui rejoignent déjà des questions que vous souhaitez poser. Nous prioriserons du coup les questions qui ont le plus de votes. Et enfin, le quatrième geste, euh, du coup, qui est lié en effet à la partie question. On rappelle toujours qu'il est important d'être focus et de suivre au fur et à mesure donc la présentation pour être sûr de ne pas reposer en effet des questions qui ont déjà été déjà effectuées. Et donc, nous comptons sur vous. Nous savons déjà qu'en tant que formateur, vous êtes habitué à cet exercice. Donc, je suis aujourd'hui avec François Galinou. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis le président d'ICPF depuis 2013. Voilà. Alors j'ai exercé dans plusieurs entreprises, dans 3 entreprises, et toujours eu un rapport direct avec la formation, comme animateur, formateur, manager, client, stagiaire. Alors depuis 2019, je me consacre exclusivement à la qualité de la formation et à ICPF. Ce qui fait que là, je vais donner mon avis en tant que certificateur qualité. Et ce que je précise aussi, c'est qu'en fait, je ne réalise pas moi-même directement des audits. Donc là aussi, j'en entends beaucoup parler, mais je ne fais plus d'audit depuis 2021. Voilà. Et je suis très content d'échanger avec vous. On a déjà fait, ça doit être le Oui, quatrième webinaire. événement sur la question. Voilà. Donc et j'ai moi-même assisté à plusieurs événements sur le sujet. Donc on arrive aujourd'hui à avoir un point de vue précis sur le sujet et on espère avec vous pouvoir vous donner les éléments qui vont vous permettre d'agir, puisque une fois la phase de compréhension et éventuellement de stress passée, il faut agir. Merci François. On a, comme François l'indique, en effet, il ne réalise pas d'audit, mais on a une auditrice, Gladys, qui est avec nous en modération, donc qui pourra répondre à toutes les questions techniques liées notamment à l'audit. Et on a également Thomas, pareil, qui est en back-office, en modération, responsable marketing opérationnel, qui répondra également aux différentes questions. Et en invité aujourd'hui, on a Jacques Abécassis, qui est président de Lucide, consultant formateur depuis 30 ans et donc qui témoignera ou en tout cas partagera son point de vue vers la fin du webinaire sur la stratégie sous-traitance. Et je suis moi-même donc Kainene Amozougan, directrice communication au sein de ICPF depuis 10 ans, avec 13 ans d'expérience en communication et marketing. Donc les maîtres mots, 2 maîtres mots, c'est image de marque et notoriété. Et j'ai pour objectif notamment et vocation de valoriser votre certification, vos certifications. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en tant qu'animatrice de ce nouveau webinaire.
Le webinaire va se dérouler en 5 temps. Dans un premier temps, nous allons vous présenter ICPF, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, l'état des lieux. Dans un second temps, l'après Calliope, quelle est la vision et les opportunités. Dans un troisième temps, la sous-traitance en formation, qu'est-ce que c'est. Dans un quatrième temps, quelle est la réglementation aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la sous-traitance et Calliope. Et enfin, dans un cinquième temps, nous allons traiter les questions et apporter toutes les réponses, sachant qu'au fur et à mesure, en fonction des questions que vous posez, nous allons en effet, si elles sont en lien avec un sujet abordé, nous allons y répondre au fur et à mesure. Ce que je vois déjà là, il y a quelques questions qui arrivent. Est-ce que le webinaire sera disponible en replay? Oui, le replay sera disponible en effet à la fin. Vous recevrez un questionnaire à compléter et dès que c'est complété, vous aurez à la fin du coup de la page, vous aurez les liens d'accès au replay et au support de présentation. Et autre sujet également, autre question, c'est est-ce que le webinaire portera uniquement sur le cas de la sous-traitance du CPF ou plus largement? Dans le plan, comme vous l'avez vu, en effet, on va aborder la sous-traitance de manière générale et on fera un focus par rapport à l'évolution de la réglementation pour la sous-traitance des actions CPF. François, je te donne la parole. Où en est-on aujourd'hui à ICPF et quelle valeur apportons-nous à nos certifiés? Alors, ICPF aujourd'hui, c'est le leader en nombre de certifiés du marché Calliope. C'est le leader de la qualité de la formation, puisqu'on est l'organisme, je dirais, à tout point le plus important de cette activité. Alors, on a des confrères qui sont des entreprises beaucoup plus grandes que la nôtre, mais ils se consacrent, ils interviennent sur d'autres secteurs et donc sont des généralistes, alors que nous, on est vraiment le spécialiste de la qualité de la formation. Alors, parmi nos atouts, on a une stratégie différente en termes d'embauche. Alors, on a une expérience de la sous-traitance, puisqu'on a 83 auditeurs sous-traitants, mais l'essentiel de nos audits est réalisé par des auditeurs salariés comme Gladys, et c'est une particularité dans le secteur qui a un recours essentiel à la sous-traitance. Alors vous, en tant que professionnel de la formation, vous savez très bien la différence dans l'action entre un sous-traitant et un salarié, les avantages et les inconvénients sur lesquels on reviendra. Alors ensuite, on a une particularité qui est la plateforme Noé, qui est dans sa version 4 et qui nous permet d'être beaucoup plus efficient et pour vous aussi de vous faciliter la vie dans le suivi de tout le workflow de la certification. Et ça, c'est un atout avec qu'on améliore sans cesse avec une équipe de 12 personnes aujourd'hui au développement. Et enfin, le service client, on est les seuls aussi à tracer vos demandes, vos questions et à tracer la réponse. On reçoit environ 200 demandes par jour. J'enchaîne sur notre offre. Donc aujourd'hui, nous proposons 4 certifications. Notre certification historique, qui est la certification ICPF Pro, qui est une certification qui s'adresse aux professionnels de la formation, personnes physiques, qui leur permet de se distinguer et qui leur permet aussi de démontrer qu'ils sont en tant qu'intervenants dans une démarche qualité. Tierce partie. On a bien évidemment Calliope et enfin, pour aller plus loin, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. On propose 2 certifications ISO, l'ISO 9001 qui s'adresse à tout type d'organisation. Ça démontre que votre entreprise est dotée d'un système de management de la qualité. Et enfin, l'ISO 21001 qui est une déclinaison de l'ISO 9001 appliquée au monde de la formation et de l'éducation. C'est pour les organismes qui vont à l'international et qui veulent être identifiés comme organismes de formation. Voilà. Après, bon, on a des options ou des dispositifs complémentaires, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ce webinaire, donc on va poursuivre. On va passer à l'après Calliope.
François, quel est l'escalier de la qualité? Quelle marche doit-on atteindre si on souhaite développer son activité? Alors, un professionnel de la formation, il a un certain nombre d'étapes consacrées, de jalons sur sa démarche qualité qu'il peut franchir. Alors, il y a des jalons qu'il peut franchir tout seul et s'auto-certifier. Il y a des jalons qu'il peut franchir avec des partenaires ou des clients. Et il y a des jalons qu'il peut passer avec un certificateur tierce partie comme ICPF. Alors, on connaît tous, enfin je l'espère, hein, puisqu'on précise de temps en temps, mais là, on a le fameux numéro de déclaration d'activité qui est un enregistrement et qui est, je dirais, la première étape qui permet d'être identifié, d'avoir une entité identifiée comme organisme de formation, même si ce n'est pas le but. Le but du numéro de déclaration d'activité, c'est de pouvoir suivre les circuits de financement public, mais force est de constater que pendant de longues années, jusqu'à l'arrivée de Calliope, ce NDA était le signe d'identification d'organismes de formation. Alors aujourd'hui, vous avez cette deuxième marche qui est la certification Calliope. Alors force est de constater aujourd'hui qu'on passe du rez-de-chaussée, l'engagement, directement à Calliope, et là, on renvoie énormément de clients vers l'obtention du NDA qui devient quelque chose de, je dirais, de stratégique, mais qui est perçu de manière secondaire par les professionnels. Ensuite, c'est l'objet aujourd'hui de ce webinaire. Vous avez aujourd'hui un nouveau marché régulé par la Caisse des dépôts, donc l'État, qui est le marché de la formation certifiante, acquise directement et sans assistance d'intermédiaires, que ce soit des partenaires sociaux, des sociétés de conseil, les entreprises. C'est-à-dire que les particuliers salariés disposent d'un compte CPF et peuvent acheter, souscrire à des offres de formation, et l'État régule et assure la qualité de ces offres. Alors aujourd'hui, pour rentrer sur ce marché, la certification Calliope en entrée, qui démontre de votre capacité à assurer des actions de qualité, l'habilitation du certificateur professionnel et le contrôle de la Caisse des dépôts sur l'ensemble de vos actions. Il y a vraiment 3 étapes et chacun a sa partie, chacun a son champ. Voilà, c'est comme ça que ça a été conçu et c'est en train de se mettre en marche progressivement. Alors, il y a eu une phase d'emballement il y a 2 ans et là on revient sur quelque chose de plus standard, de mieux régulé et on va poursuivre cette régulation. Ensuite, vous rentrez dans le monde de la certification qualité différenciante, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour me différencier. Donc là, vous avez, si vous êtes intervenant en personne physique, vous avez, ou si vous utilisez des intervenants en personne physique, vous avez la certification ICPF Pro qui permet de décrire, de valoriser votre professionnalisme en fonction de critères comme la fonction, la durée de l'expérience. Et enfin, la 5e marche, c'est ces certifications ISO 9001 ou 21001, où là, votre organisme va apparaître comme une entreprise structurée et vous pourrez intéresser des groupes ou des écosystèmes où ces certifications sont valorisées. Merci pour ces précisions, François, notamment par rapport à l'escalier de la qualité qui permet en effet d'avoir une vision plus claire sur l'évolution sur la voie de la qualité. On a des remontées de problèmes de son du côté de François. Donc, si vous entendez également, vous avez des difficultés, remontez-les nous pour voir si c'est plus général ou spécifique et on va voir comment les traiter. Nous avons également du coup des sondages. Donc là, on a notamment le sondage sur l'escalier de la qualité. Donc, indiquez-nous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ces 5 marches. Et on va poursuivre. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. François, qu'est-ce que la sous-traitance? Alors, si j'ai bien compris, ce slide qui a évolué, que nous avons fait évoluer, a été réalisé dans sa première version par Jacques Abécassis, dont je le remercie. Alors, on s'est rendu compte qu'il était important au cours de ces webinaires de repréciser ce que c'était que la sous-traitance.
Premièrement, c'est une externalisation de l'ensemble ou d'une partie de la prestation. J'en sous-traite une partie, je sous-traite toute la prestation. Donc on va sous-traiter soit l'analyse, soit la conception, soit la réalisation, soit le suivi, soit l'évaluation de toute partie d'une action de formation. C'est formalisé par un contrat entre personnes morales. La rémunération se fait par le biais d'une facture. C'est à contrario d'un contrat de travail qui est rémunéré via un bulletin de paye. Donc en fait, une manière simple de distinguer, c'est s'il y a bulletin de paye, c'est pas de la sous-traitance, c'est salarié, et s'il y a facture, c'est de la sous-traitance. Alors Jacques pose une question là que je viens de voir, et si l'intervenant est bénévole, et ben, en fait, je pense qu'on évalue, on est sur un, on doit avoir un contrat, et après il faut voir juridiquement dans quelle mesure on peut faire travailler une entreprise sans rémunération. De mon point de vue, alors une personne toute seule qui travaille gratuitement, ça doit être assez compliqué s'il y a facturation et encore plus financement public. Et par contre, une entreprise, il y aurait un contrat entre deux entreprises, donc on serait dans le cadre de la sous-traitance, mais ce contrat ne serait pas rémunéré. Je pense qu'on tombe sous le coup des services gratuits entre entreprises, et à mon avis, ça doit poser des problèmes juridiques, parce que les services gratuits entre entreprises, c'est interdit. Donc le bénévolat, à mon avis, il peut pas, enfin, il faut, je dirais, valider sur le plan juridique. Alors la prestation d'ensemble est réalisée sous la responsabilité du donneur d'ordre. Donc le responsable, ça reste le donneur d'ordre, et dans certains contrats, il est prévu que le recours à la sous-traitance doit être expressément agréé par le client. C'est-à-dire que dans le contrat, le client, il dit: je veux avoir la possibilité d'agréer vos sous-traitants. Donc la démarche juridique qui est menée par la Caisse des dépôts, elle a un fondement et ça se pratique. Alors il peut être agréé pour des questions, par exemple, de confidentialité, mais aussi pour des questions de qualité, pour savoir à qui on a affaire, pour savoir qui va faire la prestation. Après, qu'est-ce que c'est que la sous-traitance? Quelles sont les différentes formes de sous-traitance, François? Alors vous avez en formation, hein, parce que là on va cadrer plus précisément sous la formation, vous avez la sous-traitance, vous avez le portage salarial et vous avez le portage Calliope. Alors ça c'est, je dirais, alors le premier cadre, la société, il y a le donneur d'ordre est un organisme de formation, il fait appel à une société, et l'intervenant de la société est salarié. Il est mandataire ou il est auto-emprunteur. Donc là, c'est un sous-traitant. Il y a des factures. Alors après, la position de l'intervenant dans l'entreprise va être soit auto-entrepreneur, soit mandataire, soit salarié. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un contrat entre deux sociétés et une facture. Après, vous avez le portage salarial. Donc le donneur d'ordre a un contrat avec une société de portage salarial, où la société de portage salarial est le prestataire. Et là, si la société de portage c'est elle qui facture au client, là on est dans le cas de Calliope, on est dans le cas d'un salarié. Voilà. Enfin, vous avez ce qu'on appelle le portage Calliope, on va y revenir tout à l'heure, mais le portage Calliope, c'est là, il y a un prestataire et un sous-traitant. Donc là, on a de la sous-traitance. Le portage Calliope, c'est de la sous-traitance. On a une question justement par rapport au portage de Cindy. C'est peut-être même pas du portage, mais lorsqu'il y a sous-traitance de sous-traitance, est-ce qu'un contrat est obligatoire ou un devis et une facture suffisent?
Alors, lorsqu'il y a sous-traitance de sous-traitance, ça s'appelle la sous-traitance en cascade. Le contrat n'est pas forcément obligatoire. En revanche, ce qui me paraît obligatoire, c'est qu'il doit y avoir à minima un bon de commande et une facture. Oui. Donc là, il y a 2 étages et donc il doit y avoir 2 factures. Voilà. Mais c'est de la sous-traitance, enfin c'est de la sous-traitance en cascade, on appelle ça. Mmh. On va le voir d'ailleurs un peu plus loin par rapport à la réglementation. Une autre question de Magali. En tant qu'organisme de séjour linguistique, nous représentons les écoles de langue à l'étranger. Rentrons-nous dans la sous-traitance? Tu peux me repréciser la question? En tant qu'organisme de séjour linguistique, nous représentons les écoles de langue à l'étranger. Rentrons-nous dans de la sous-traitance? Alors, là, on est sur le volet, là, visiblement, dans votre question, il n'y a pas de formation, hein. Donc si, en fait, quelle est la prestation? Vous facturez une prestation de séjour, donc un voyage linguistique et donc après vous avez des entités au Royaume-Uni qui vous facturent. Alors là, on est dans le cadre de la sous-traitance. Mmh. Il y a une autre, question ou en tout cas une interrogation de Maude. Portage salarial n'est-il pas une sous-traitance? Si un donneur d'ordre contracte avec une société de portage qui embauche un salarié, est-ce que, normalement, est-ce que c'est bien de la sous-traitance ou pas? Alors, si la société de portage est le sous-traitant, c'est-à-dire que vous avez un donneur d'ordre qui facture à une entreprise une prestation de formation et ensuite il fait appel à un intervenant qui est en portage salarial. Donc là, la société de portage salarial est le sous-traitant. Si la société de portage salarial facture le client final, l'entreprise, là, il n'y a pas de sous-traitance. Merci pour ces précisions. On va poursuivre. On commence à avoir des questions sur l'obligation de certification Calliope ou pas, mais on va déjà, en effet, On y arrive, on y patience. arrive très prochainement. Donc, concernant la sous-traitance, François, aujourd'hui pour le donneur d'ordre, quels sont les bénéfices? Alors, pour le donneur d'ordre, c'est d'abord la sous-traitance, comme l'a dit Claire Quéchat des acteurs de la compétence lors du dernier événement que nous avons réalisé. La sous-traitance, c'est bien. Il y a une sous-traitance de valeur et en formation professionnelle, parce qu'on revient au sujet, ça permet de minimiser des risques financiers, c'est-à-dire le risque, quand vous avez un collaborateur à temps complet, vous avez un risque financier. Et là, en fait, si vous en avez besoin de manière ponctuelle, la sous-traitance permet de le faire intervenir là où il est meilleur et quand vous en avez besoin. Et inversement, lui, ça lui permet d'avoir d'autres clients. Donc vous avez des intervenants experts qui sont disponibles comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est un avantage. Voilà. Ça vous permet également de présenter des ressources a priori illimitées. Alors, la réalité, c'est peut-être moins simple qu'il y paraît, parce qu'en fait, on se rend compte à la pratique que c'est pas si facile que ça de sous-traiter, que les sous-traitants ne sont pas toujours disponibles, qu'ils ne sont pas autant experts que ça. Bon, il y a des limites au modèle, mais ça permet à l'organisme de concentrer ses ressources sur le marketing et le commercial, sur le suivi de la qualité, et de ne pas bloquer des ressources et de ne pas être bloqué avec des experts. Si vous vendez, en théorie, vous vendez une prestation de 15 jours de management, vous allez faire appel à un expert dans l'année et si vous l'aviez comme salarié, il faudrait vendre 150 jours dans l'année. Alors, ça inverse un peu le problème. Voilà. Alors, pour le sous-traitant, lui, ça lui permet de se. Alors, ça, c'est. On écoute, hein, comme on écoute des commanditaires, c'est des remontées de terrain. Hein. Ça permet de commencer en ayant un cadre, en ayant tous les problèmes administratifs et commerciaux réglés. C'est un peu comme quand vous êtes, si certains d'entre vous sont intervenants dans des écoles, c'est simple et facile parce que vous avez votre cours, c'est très cadré, vous avez des horaires,
Et en fait, vous faites une intervention, une facture. Donc, vous êtes concentré sur l'animation. Voilà. Ça vous permet de pratiquer davantage, surtout quand on commence. C'est bien de commencer par la sous-traitance parce que comme ça, on apprend le métier, on valide ses capacités à animer une action. On rencontre les stagiaires, on se fait des relations qu'on peut retrouver après par la suite. Et on s'épanouit dans l'activité première qui est celle d'animer ou de concevoir une formation sur le cœur du métier. On a du coup, toujours des questions qui arrivent, mais notamment par rapport au sujet, de Calliope. Une question, de Corinne: «L'auto-entrepreneur est-il considéré comme un sous-traitant?» Alors, l'auto-entrepreneur émet une facture, donc il est sous-traitant. Alors, s'il émet une facture à un donneur, donc bien sûr, mais l'auto-entrepreneur est un sous-traitant. Alors, dans le cas, on va le voir, hein, on verra dans le cas de ce décret, il n'est pas obligé, en fonction de conditions, d'avoir Calliope, mais c'est un sous-traitant. Merci pour cette précision, François. Donc on a vu les bénéfices. Quels sont les problèmes que pose la sous-traitance? Alors, pour le sous-traitant, en théorie, il y a moins d'administratifs. En pratique, force est de constater qu'on demande de plus en plus, enfin, c'est une tendance longue dans le monde de la formation, le recours massif à la sous-traitance en formation commence au milieu des années 90. Jusqu'à présent, on avait plutôt des salariés. Et là, je dirais, l'explosion du nombre d'organismes de formation a amené le secteur à recourir massivement à la sous-traitance. Voilà. Et en fait, ils étaient très bien payés au départ et force est de constater que les rémunérations, les tarifs pratiqués sont de plus en plus bas et la charge de travail est de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup en amont et en aval aux sous-traitants. Donc il y a quand même une charge de travail. Alors elle est, on va dire, pédagogique, mais il y a une charge de travail. Concevoir des cours, participer à des réunions, réguler, etc. Bon, dans certains centres de formation, c'est flagrant. La rentabilité perçue, elle est faible. Ce qui est avantageux, c'est qu'on peut se projeter à moyen terme, donc ça permet d'occuper des jours, mais les tarifs pratiqués ne sont pas très élevés et du coup ça c'est pas très motivant en termes de rémunération. Après, il y a une demande qui est quand même discontinue. Voilà, si vous travaillez pour des écoles, c'est de septembre à juin. Il est plus compliqué qu'on ne le pense de travailler pour plusieurs commanditaires. La demande très souvent se fait en même temps. C'est pas si facile que ça d'avoir plusieurs commanditaires. Et aussi, c'est compliqué d'assurer la qualité, surtout sur le commanditaire n'est pas, parfois le commanditaire n'a pas les ressources ou les compétences pour évaluer correctement le besoin, ce qui fait qu'on reçoit des demandes qui sont mal qualifiées et ça pose des problèmes après d'exécution. Alors, pour la gouvernance et les financeurs, et notamment la Caisse des dépôts, ils se sont rendus compte que les formes de sous-traitance n'étaient pas celles qu'ils attendaient. C'est-à-dire qu'au départ, l'État, les partenaires sociaux n'avaient pas une idée très précise de la sous-traitance. On avait l'impression qu'on était sur un marché de grands organismes de formation qui sous-traitent et des intervenants individuels qui interviennent. Alors en fait, la réalité est tout autre. Il y a des structures donneurs d'ordre qui sont en fait des micro-structures. Il n'y a personne dedans, c'est des coquilles vides. Et ça pose problème parce qu'elles disparaissent et on ne sait pas où est parti l'argent. La qualité est très faible. Et il y a en fait des intervenants, en fait, qui ne sont pas dans la structure qui est sous-traitante, ils sont plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une sous-traitance en cascade. Et ça, l'État au début ne le voyait pas comme ça. Il est resté très longtemps dans la vision où il y avait des organismes de formation avec des salariés et il voyait à peine le sous-traitant. Et là, il est découvert que depuis quelques années, hein, que le sous-traitant n'est pas ce qu'on attendait et le commanditaire non plus.
Alors pour le donneur d'ordre, il y a une illusion, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que on pense que grâce à la sous-traitance, on peut trouver n'importe quelle demande. En fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, si vous avez besoin de 10 intervenants en management, chacun a son référentiel et c'est compliqué de les amener à transmettre le même référentiel, vous voyez, le même cours, la même formation. C'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'en paraît. Ensuite, il y a des problèmes de disponibilité, le sous-traitant n'est pas toujours disponible. Il y a des problèmes de capacité à exécuter un programme prédéterminé. Voilà, c'est complexe aussi. Le formateur, il est formateur, il a l'habitude de dérouler un programme donné dans des conditions données et il ne va pas forcément s'adapter au contenu que vous aurez conçu. Il est compliqué aussi d'obtenir le respect des exigences réglementaires. Voilà. La plupart des sous-traitants ne les connaissent pas, notamment par exemple le fait que le NDA c'est obligatoire en sous-traitance, pour donner qu'un exemple. Et c'est compliqué aussi d'obtenir le respect des exigences Calliope quand on ne les maîtrise pas complètement soi-même. Donc ça, c'est les problèmes que ça pose. Voilà. Mmh. Et face à ces problèmes, donc l'État a fait évoluer la réglementation avec la publication d'un décret en fin d'année dernière. François, quels sont les objectifs derrière ce décret? Alors, l'État s'attendait, avec la Caisse des dépôts, à un démarrage qu'on a attendu pendant plusieurs années du marché du CPF, et nous aussi. Et en fait, on a eu, enfin, l'État a vécu un raz-de-marée, une arrivée massive de prestataires sur EDOF, et ce n'étaient pas les prestataires qu'on attendait. C'est-à-dire ceux qui pensaient s'épanouir et gagner beaucoup d'argent avec le marché du CPF ont été déçus parce que le marché a été, on va dire, pollué par des abus, alors qui en valeur ne représentent pas des sommes extrêmement importantes, parce qu'on parle de sommes entre 64 et 200 millions d'euros. Alors c'est pas tant que ça par rapport aux 1,8 milliard du CPF, mais ça a quand même jeté une image négative sur ce marché. Alors pour lutter contre la fraude et les abus, on a eu 2 décrets, et là on parle du dernier décret qui avait pour objectif de... Alors l'ensemble de ces décrets, il fallait que accentuer la responsabilité du donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'ils sont responsables. Et donc là, il a fallu préciser un certain nombre de choses qui existaient déjà, mais qui, du point de vue de la Caisse des dépôts, n'étaient pas suffisamment claires. Ensuite, très clairement, et ça c'est dans le discours de la députée qui a lancé le projet, c'était de mettre fin au portage Calliope. La certification Calliope n'est pas une certification qu'on peut avoir à la demande pour une intervention donnée. Ça, c'est pas possible. Enfin, on voulait permettre à la Caisse des dépôts et à EDOF d'avoir les moyens de contrôler les actions, parce qu'il y a un grand nombre d'actions, et donc pour assurer sa mission de financeur et de contrôle des actions, on a renforcé les critères et notamment les informations que doivent fournir les organismes pour permettre les contrôles. De ce fait, un décret, alors qu'on a attendu pendant 9 mois, hein, pour ceux qui sont depuis longtemps sur ce marché, vous savez que quand il y a un projet de décret, 80% des prestataires attendent. Et donc là, nous, on a vécu une année 2023 peu dynamique parce que tout le monde attendait le décret, et même ceux qui n'étaient pas concernés par le marché du CPF d'ailleurs. Et depuis que le décret est paru, le business est revenu, mais ça a déclenché un attentisme qu'on a vécu depuis longtemps. Néné qui est là avec moi, on a la majorité des organismes, dès qu'il y a un décret qui s'annonce, ils attendent. Alors quand c'est annoncé fin 2022 et que ça arrive fin 2023, l'attente est longue, surtout pour nous. Alors, le décret, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il s'applique au donneur d'ordre. C'est un décret sous-traitance, mais qui s'applique au donneur d'ordre. C'est lui qui a le risque de déréférencement. Voilà. Et l'entrée maintenant, le décret va entrer en vigueur dans 9 jours, le 1er avril. Sans poisson.
Ça va être, le sujet en effet. Poisson d'avril. Non, pas un poisson Alors d'avril, hein. les mesures essentielles, alors on part, d'un niveau d'obligation qui existait déjà, c'est-à-dire, le contrat de sous-traitance est possible. Alors le contrat n'est pas obligatoire dans la réglementation en formation professionnelle, il peut ne pas y avoir de contrat. Voilà. Ce qui est obligatoire, c'est la facture. Le numéro de déclaration d'activité était déjà obligatoire. Alors il se trouve que sur les réseaux sociaux, vous trouverez toujours soit un influenceur qui débarque et donc qui croyait connaître le monde de la formation et qui joue les experts, qui va vous dire que c'est pas obligatoire, soit un avocat ou un consultant juridique qui, pareil, va argumenter ou gloser sur le fait que c'est pas obligatoire. Bon, en clair, si vous avez un contrôle et que vous n'avez pas de numéro de déclaration d'activité, si vous faites de la sous-traitance, vous n'avez pas forcément d'amende, mais on vous oblige à le faire. Par contre, si vous êtes donneur d'ordre et que vous faites travailler des sous-traitants sans numéro de déclaration d'activité, là, vous risquez une amende de 4 500 € par sous-traitant. Alors évidemment, il y a un seuil. Voilà, si c'est des interventions ponctuelles, c'est quelques jours par an, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, si c'est une sous-traitance récurrente, c'est obligatoire. Dans tous les cas, le donneur d'ordre garde la responsabilité contractuelle. Le donneur d'ordre, celui qui facture, il est toujours responsable. Hein, ça existe déjà. Voilà. Et ensuite, le donneur d'ordre est responsable vis-à-vis de nous de la conformité du référentiel qualité. Nous, quand on fait un audit, le fait que l'action soit faite par un auditeur n'empêche en rien la signification d'une non-conformité. Alors, ce décret qui ne concerne que le marché du CPF Oui, prévoit, alors je demande à Néné d'appuyer sur le bouton, oui, voilà, mmh. c'était endormi. Alors, Non, oui, il y avait une question par rapport justement à au numéro de déclaration d'activité, mais on pourra prendre, toutes ces questions à la fin. Une personne qui demandait s'il y avait un test de loi, qui oblige justement les sous-traitants à obtenir alors, un. oh, guide des organismes de formation, alors si c'est le guide Île-de-France, c'est page 12, c'est Mmh. écrit noir sur blanc. Alors, ça fait 10 ans qu'on me pose cette question, 10 ans que je donne la même réponse. Alors, de temps en temps, je me dis, voilà, le guide, il évolue, de ça doit plus être la page 12. Mais bon. Alors, à partir du 1er avril, ce qui est obligatoire, c'est un contrat. Pourquoi? Parce que vous allez le déposer sur EDOF et ça va permettre le contrôle. Et donc là, vous devez définir les modalités essentielles de l'action. Ensuite, si votre chiffre d'affaires est réalisé pour plus de 90, enfin, vous ne pouvez pas, votre volume de sous-traitance ne doit pas représenter plus de 80% de votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires que vous déclarez. Vous ne pouvez pas faire de sous-traitance en cascade, c'est-à-dire que les schémas qu'on voit souvent où vous avez des organismes qui se créent, parce que ça existe aussi dans notre secteur de la certification, c'est-à-dire que vous avez des sortes d'agences d'intérim qui pourvoient des auditeurs. Donc nous, ça existe dans le monde de la certification, donc ça fait une sous-traitance à 3 niveaux. Voilà. Alors ça, c'est impossible. EDOF, enfin sur la Caisse des dépôts, n'en veut pas, et la loi interdit ça. Alors c'est possible en formation, hein, pour les organismes de formation, mais c'est pas possible si vous travaillez via EDOF. Enfin, le sous-traitant a une obligation de certification et aussi une obligation, dans certains cas, d'habilitation. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait le dispositif. Vous voyez, on implique le certificateur qualité, le certificateur professionnel et le sous-traitant doit aussi être référencé sur EDOF. Donc vous voyez les 3 entités qui régulent la qualité de la prestation. On leur a donné une prise, ce décret leur donne une prise. Alors après, je dirais 2 observations. Première observation, est-ce que le fait d'être certifié Calliope, que le sous-traitant soit certifié Calliope a un impact positif sur la qualité? Ça, c'est une question. C'est pas complètement adapté. Voilà.
Et deuxième question, je dirais, bah non, j'en ai qu'une, excusez-moi. Mmh. Ça me Ouais, on va trottait. voir justement les conditions, pour être concerné par l'obligation puisqu'il y a plusieurs, sujets là questions, à ce sujet. Une question liée aux 80 de Marion. Bonjour, pouvez-vous préciser comment sera calculé le plafond de sous-traitance pour les actions de formation éligibles au CPF? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires global réalisé sur mon compte formation et facture du sous-traitant? Oui, c'est Est-ce ça. ouais. Ou C'est est-ce le que c'est chiffre le d'affaires nombre global d'heures réalisées déclaré. par le Non, non, mmh, c'est le chiffre OK. d'affaires déclaré sur mon compte formation. Bon, alors là, ces informations, les informations qu'on vous donne, donc on les a obtenues jeudi lors de notre événement ICPF Networking, Mmh. où le prochain est en juin. J'espère vous voir bientôt. On améliore la qualité de cet événement à chaque fois. Euh, donc là, on avait la Caisse des dépôts, on avait le ministère du Travail et on avait les acteurs de la compétence. Donc je dirais c'est vraiment les trois protagonistes essentiels. Il ne manquait que France Compétences, mais on ne les avait pas invités. Alors, donc les contrôles, qu'est-ce que c'est? Vous allez, pour ceux qui sont déjà sur REDOF, vous allez déposer sur REDOF les contrats de sous-traitance, la liste de vos sous-traitants. Vous devez vous assurer que le sous-traitant dispose d'un NDA, de Calliope, du référencement sur mon compte formation. Vous devez vous préparer pour des contrôles. Donc là, ce qu'ils ont dit, ce qui a été dit par la Caisse des dépôts, c'est que les contrôles ne vont pas commencer dès le 2 avril. Les contrôles vont commencer à partir de fin 2024. Donc vous pourrez vous mettre en conformité. Voilà. Alors, ils ont laissé planer le doute sur le fait que sur les premières actions, il laisserait un délai, mais enfin, c'est un décret, donc ça s'applique et c'est pas la Caisse des dépôts la Caisse des dépôts ne peut pas décider euh, quand est-ce qu'elle applique un décret qui est entré en vigueur. Le décret est en vigueur, donc il est en vigueur. Voilà. Alors pour répondre à un ensemble de cas particuliers, alors il y a le cas particulier, par exemple, je suis sûr qu'il y a, ben voilà, ben d'ailleurs Rébiador pose la question, il y a le cas des intervenants indépendants étrangers. Et là, ça fait plusieurs mois on est sur le sujet et il est clair que là, il y a un besoin de clarification. Alors en fait, sur le formateur étranger, ce qui a été dit, c'est qu'il doit avoir Calliope et en fait, mais pour avoir Calliope, il faut un NDA, donc il faut qu'il soit représenté. Et là, pour l'instant, moi, je ne vois pas concrètement comment ça peut être fait. Et donc là, on attend avec impatience la FAQ pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Il y a un autre cas d'intervenant étranger, c'est-à-dire que si déjà la structure française est le représentant d'une structure internationale, enfin une structure qui est basée dans un autre pays, et qu'en fait il y a sous-traitance à des collaborateurs de la maison mère, là, le fait que si la filiale française a Calliope, elle représente en quelque sorte, elle représente en quelque sorte sa maison mère. Donc là, vous voyez, on ne pourrait pas obliger la maison mère à être Calliope parce qu'elle est déjà représentée. La maison mère est le représentant. Donc là, à mon avis, ce cas-là, ça devrait être réglé. Par contre, si vous avez des intervenants étrangers, il faut qu'ils aient une représentation. Alors la solution peut-être est dans le fait que vous soyez le représentant Calliope de votre intervenant extérieur. Mmh. Mais là-dessus, enfin moi je le comprends comme ça, mais je suis sûr que ceux qui n'ont pas d'intervenants étrangers comprennent rien à ce que je dis, parce que moi-même je m'y perds, hein, c'était déjà compliqué. Mais je pense qu'on va aller vers cette voie-là, c'est-à-dire que le donneur d'ordre sera le représentant de l'entreprise étrangère. Mmh. On aura bien très prochainement un article qui résume, ce qui a été dit lors de cette, table ronde, mais en effet, on retrouve, ici le résumé des échanges. Quelles sont les sanctions, François, pour le donneur d'ordre? Alors, le donneur d'ordre est responsable
si un contrôle ou un signalement permet d'établir qu'il ne respecte pas les obligations, la sanction maximale, c'est le déréférencement. Alors évidemment, on peut demander le remboursement des sommes, mais c'est le déréférencement. Et il ne pourra pas revenir en tant que sous-traitant. Donc c'est un déréférencement total. Alors ce qui arrive déjà, quand il y a des sanctions, alors après au bout d'un certain temps, l'organisme peut revenir, ça dépend des cas. Et là oui, la sanction, c'est le déréférencement. Ce qui est une première, en fait, parce que si pour ceux qui ont été là depuis longtemps, du temps de Datadog par exemple, le, le déréférencement n'était pas possible. Ouais. Alors nous, certificateurs qualité, on sort, on suspend la certification. Donc nous là, on a le système. Et voilà. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est que un point qui manque aujourd'hui, c'est que c'est l'échange d'informations entre la Caisse des dépôts et nous. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts nous fasse des signalements. Et ça c'est pas encore bien clair. C'est-à-dire qu'en fait, si la Caisse des dépôts détecte une non-conformité et qu'elle nous informe, nous, on peut faire un audit complémentaire et ramener l'organisme dans la conformité. Or là, vous voyez, ça, c'est pas en place. Donc en fait, l'organisme risque le déréférencement, mais en fait, sur les autres actions, il va continuer à les faire, il va continuer à les, je dirais, taper sur les budgets publics, les autres fonds de formation, et, nous, on n'en saura rien. Voilà. Après les sanctions, on va aborder maintenant le sujet de Calliope. Pour le sous-traitant, qui est concerné aujourd'hui, François, par l'exigence, l'obligation Calliope? Alors, le donneur d'ordre doit faire la liste de ses sous-traitants et obtenir des informations pour amener à la conformité les sous-traitants qui sont concernés. Alors, ce qui a été obtenu, c'est que les nouveaux entrants, ceux qui ont le régime micro-social, ne sont pas concernés. Donc, si vous avez des intervenants qui ont ce régime auto-entrepreneur micro-social, ils ne sont pas concernés, à condition qu'ils réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 euros. Donc, en fait, quelque part, on laisse une porte ouverte aux nouveaux entrants, parce que le régime microsocial, c'est un statut ou les précaires, voilà, parce que en fait, le régime microsocial, c'est un régime, généralement, vous le gardez pendant 2 ans, 2-3 ans, ça dure pas longtemps, et c'est vraiment pour rentrer dans la fonction. Donc là, pour des raisons, je dirais, à mon avis, un peu qui sont propres à la formation, les professionnels de la formation, que ce soit des organismes ou des personnes physiques, c'est vraiment un secteur. Moi, j'ai travaillé dans d'autres secteurs, en particulier dans l'informatique, et on n'a pas encore compris que les normes étaient là pour protéger la profession et pour élever le niveau de qualité. Et là, en fait, on fait toujours des normes qui sont d'exigence minimale. Bon, Calliope, par exemple, le niveau d'exigence est très bas et qui permettent à des milliers de nouveaux entrants d'arriver. Et c'est pour ça que le nombre d'organismes de formation, pour certainement attire, enfin que le nombre d'organismes de formation augmente d'année en année. Moi, j'ai commencé à 40 000, aujourd'hui on est à 130 000. Alors, ce qui est particulier, c'est que là, j'ai pas encore entendu qu'on disait que c'était la fin des organismes de formation. Donc, on voit que ce principe commence à être intégré et que le nombre d'organismes de formation est loin d'être menacé. Et là, avec ce décret-là, on va avoir encore plus de NDA. On va sans doute arriver à 150 000 à la fin de l'année. Enfin, je tiens les paris. Voilà. Et donc vous avez, on a mis en place un test de positionnement que vous pouvez effectuer, pour savoir si vous êtes concerné, par l'obligation de Calliope ou pas. Donc le lien qui va être partagé, très, prochainement. François, quels sont les indicateurs, évalués et aujourd'hui, sur quoi doit-on se baser, notamment par rapport à l'audit? Alors, pour préparer votre audit, si vous êtes sous-traitant et que vous avez été et que vous voulez conserver votre place, votre contrat avec votre donneur d'ordre, donc il faut avoir Calliope. Donc là, vous allez télécharger sur le site du ministère du Travail la version 9
Voilà. Et là, on précise les indicateurs qui seront audités. Alors, on va voir, en fait, vous pouvez passer, l'État, dans sa grande bonté, vous a fait un statut spécial. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de 5e catégorie qui, en fait, 5e catégorie à l'audit. C'est-à-dire que vous allez passer un audit adapté à votre statut de sous-traitant pur, mais qui vous donnera après les mêmes droits que les autres. Donc là aussi, c'est enfin, pendant un délai court, parce que si l'État voulait prendre en compte les sous-traitants qui ne faisaient que de la sous-traitance, et pas les bloquer par rapport à Calliope. Et donc, on a un périmètre de la sous-traitance. Alors voilà, donc c'est ce slide que j'attendais. Donc en fait, alors vous allez voir que c'est pas si intéressant que ça pour deux raisons. D'abord, au lieu d'être audité sur 29 indicateurs, au lieu d'être audité sur 32 indicateurs, vous êtes audité sur 29, c'est le même prix. Donc vous payez un audit normal et vous êtes audité sur 29 indicateurs au lieu de 32. Donc ça ne change pas grand-chose. Les indicateurs, par exemple, les trois indicateurs, c'est les indicateurs c'est les conditions d'information du public. On considère que vous n'avez pas de public puisque c'est le public du donneur d'ordre. Donc on ne vous audite pas sur ces critères-là, ces indicateurs-là. Et ensuite, vous avez des indicateurs qui sont audités en fonction du type de mission confiée, alternance, voilà. Et des exigences spécifiques qui sont attendues. Donc, bon, tout ça est assez compliqué, je trouve. Et en fait, ça ne vous empêche pas après, si vous avez alors, ça ne vous empêche pas, si vous avez le certificat Calliope, de prendre des clients en direct. C'est-à-dire que le fait d'avoir passé l'audit en tant que sous-traitant, il n'y a pas de mention sur votre certificat que vous êtes, alors ça va certainement être rectifié, on ne s'en sont pas rendu compte, mais il n'y a pas de mention sur votre certificat que vous êtes un sous-traitant. Et de ce fait, vis-à-vis des financeurs, vous êtes certifié dans la catégorie organisme de formation, donc vis-à-vis des financeurs, vous pouvez demander, vos clients en direct, si vous en acquérez, peuvent demander le financement de vos actions comme si vous étiez Calliope. Voilà. Il n'y a aucun indicateur, aucun signe qui distinguera votre certificat de pur sous-traitant d'un certificat de donneur d'ordre potentiel. Voilà. Donc, compte tenu que ces indicateurs ne sont pas très difficiles à satisfaire, et ça vous permet de vous positionner, c'est le même prix, autant passer un certificat Calliope normal, voilà, que de passer ça. C'est pas si avantageux que ça de ne pas passer ces indicateurs. Sauf si vraiment vous êtes contraint et forcé, que vous ne voulez pas faire autre chose que de la sous-traitance, voilà, vous pouvez le passer comme ça, mais sinon, il vaut mieux le passer plein pot. Avant de passer à la partie stratégie, des questions liées à Calliope pour le sous-traitant, Emmanuel qui demande, est-ce que les trois conditions sont cumulatives, CPF plus non auto-entrepreneur plus chiffre d'affaires supérieur à 77 000 euros? Alors, est-ce que c'est... Est-ce que les trois conditions sont cumulatives, CPF plus non auto-entrepreneur plus chiffre d'affaires supérieur à 77 700? Alors, CPF, c'est on-off, hein, c'est-à-dire soit si vous sous-traitez une action de formation si vous avez réalisé une action de formation qui a été financée par le CPF, vous devez avoir Calliope. Sauf si vous avez le statut micro-social et votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 000 euros. Oui, donc c'est bien les deux suivantes sont cumulatives, mais la première, dans tous les cas, ça s'applique, l'obligation de voilà, Calliope. Exactement. Bien. Alors, une autre question de Charlène concernant donc le sous-traitant, l'obligation de Calliope. Si je réalise un chiffre d'affaires supérieur à 77 700 euros, s'agit-il du chiffre d'affaires des formations données ou du chiffre d'affaires global du sous-traitant? J'ai déjà répondu. Il y avait, Alors, mais là, c'était une autre forme. il y a deux reformulations. En fait, c'est pour les 80%. Non, ce n'est pas pour les 80%, mais c'est par rapport. Oui,
exactement. L'autre question, c'était par rapport aux C'est par rapport 80%, aux mais là, c'est par 77 rapport 000. exactement, tout à fait. Donc, si le sous-traitant, c'est le chiffre d'affaires du sous-traitant, Mmh. voilà, il a un NDA, donc il fait un BPS, un BPF, donc c'est le chiffre d'affaires déclaré sur le Le BPF. BPF. Mmh. Donc c'est bien le chiffre d'affaires global, hein, Mmh. s'il y a 5 000 € de formation. Ce qu'il faut bien voir, parce que je crois que là, il faut bien se projeter. Donc il faut bien se projeter dans la réalité de l'activité. La réalité de l'activité, c'est qu'en fait, un sous-traitant, c'est pas un salarié, donc il ne sait pas en début d'année combien d'actions de formation il va réaliser, enfin sauf s'il y a déjà des commandes, mais en règle générale, il ne connaît pas, et son donneur d'ordre non plus, le chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser ensemble. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la certification Calliope, ça ne s'obtient pas à la demande et ça ne s'obtient pas en 2 jours. Donc, il y a une organisation à mettre en place au départ où le donneur d'ordre doit avoir une liste de sous-traitants potentiels certifiés Calliope avec un NDA. Et après, c'est la dure réalité, c'est les joies et les peines des affaires. Ça signe ou ça signe pas, il y a du travail ou pas, il y a de la demande ou pas. Voilà. Mais donc, ce qu'il faut bien voir, c'est l'organisation qu'il faut avoir au départ, sachant qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on va constater en fin de parcours. Et donc là, si vous êtes auto-entrepreneur, vous ne savez pas le chiffre d'affaires que vous allez faire, et donc il y a cette incertitude-là. Si ça marche, il faudra avoir Calliope. Alors il y aura, comme c'est voilà. Mais vous voyez, en fait, idéalement, il faudrait que le sous-traitant il ait Calliope au départ, avant le début de l'année, et pour que s'il y a une affaire qui tombe, une formation qui tombe, il puisse la prendre. On va maintenant passer aux stratégies. Donc, François, aujourd'hui, quelles sont les stratégies pour le donneur d'ordre? Alors là, on a, alors nous bien sûr, hein, notre stratégie, c'est que tous les sous-traitants du monde, étrangers, français, passent Calliope chez nous. Hein, ça vous fera pas de mal et ça leur fera pas de mal de se lancer dans la qualité. Mais bon, on n'est pas objectif, hein, disons-le. Alors, donc là, on a fait une synthèse des positions qu'on a entendues lors des différents événements et des différents échanges. Alors, il y a une position qu'on a écartée, c'est une position qui consiste à protester, à dire que c'est pas bien. Bon, ça, on a eu une première démonstration encore jeudi. Bon, il y a un gros attentisme aujourd'hui, hein, il y a un attentisme dans le meilleur des cas, mais il y a une forme d'insatisfaction et de frustration par rapport à ce décret, parce que ça change la donne et ça met en évidence que la pratique de la formation et de la sous-traitance n'était pas celle que, qui émergeait en fait. Voilà. Alors, il y a une première stratégie qui a été décrite par un organisme de formation important, puisqu'il a 70 centres, c'est je n'ai pas de sous-traitants, mais j'ai des salariés. C'est-à-dire j'ai mes formateurs sont en CDI. Alors, voilà. Alors vous avez aussi, si vous êtes dans la catégorie, si vous êtes dans la convention collective des organismes de formation, vous avez le droit à un contrat qui s'appelle le CDD d'usage, voilà, qu'on appelle parfois improprement vacataire. Et en fait, vous pouvez faire autant de CDD d'usage que vous voulez pour des durées courtes. Donc l'avantage, c'est que c'est plus des sous-traitants, mais c'est des salariés. Donc vous n'avez pas de risque sur le référencement, vous n'avez pas de contrat à déposer sur EDOF, et vous avez aussi l'avantage de la disponibilité, c'est un salarié, alors sauf si c'est des CDD d'usage, et aussi l'avantage de la subordination. Alors on ne se rend pas compte, mais en fait, la subordination, quand on doit faire appliquer un référentiel comme le référentiel de Calliope, le fait que le collaborateur, le formateur doivent suivre des directives et des instructions, oui, il est subordonné, ça a de l'importance parce que du coup, vous avez une prise sur lui. Alors, l'inconvénient, c'est que vous avez un collaborateur, et alors en formation, si vous ne savez pas combien d'actions vous allez faire dans l'année, vous êtes obligé d'abord,
plutôt que d'être focus sur le marché, vous êtes focus sur les ressources en disant il faut que j'occupe mon formateur. Et donc là, c'est une. Et en plus, vous devez lui faire mener une activité profitable. Il doit contribuer à la réussite de l'entreprise comme tout salarié. Et donc là, c'est un management qui est très différent aujourd'hui de ce qui se pratique et souvent des attentes des sous-traitants eux-mêmes qui, en fait, veulent être libres, ne veulent pas travailler en temps plein, ne veulent pas de CDI pour différentes raisons. Donc là, voilà, c'est quand même, mais c'est une solution. C'est une stratégie qui nous a été présentée. Ensuite, vous avez une stratégie qui consiste à exiger la certification Calliope des principaux sous-traitants. Donc là, vous allez avoir, vous gardez les avantages de la sous-traitance, vous avez une sous-traitance de qualité et vous avez une forme de synergie qui s'établit sur un partage de valeur, je le dis bien, entre différents prestataires. Et donc là, l'écosystème commanditaire et sous-traitant est engagé dans la qualité. Alors là, ce que vous n'allez pas avoir, c'est qu'en fait, il y a une double résistance. Et alors, soit la résistance, elle vient du sous-traitant qui ne veut pas s'engager dans la qualité. C'est assez, assez symptomatique. Hein. Nous, on le constate, vous avez des auditeurs qualité, on leur dit dans quelle démarche qualité êtes-vous engagé, et en fait, ils disent bah, la mienne, je ne m'engagerai pas dans une démarche qualité, ça n'a aucun intérêt pour moi, alors qu'ils sont auditeurs qualité. Alors à plus forte raison, un formateur, soit il ne veut pas s'engager dans la montée en compétence sur la pédagogie, c'est la première étape, voilà. Mais aussi il ne veut pas s'engager dans une démarche qualité. Bon, vous avez aujourd'hui 1200 certifiés pro, il y a à peu près 200 000 formateurs en France. Le formateur en tant que tel ne s'engage pas dans la qualité. Donc c'est compliqué de l'engager. Et surtout que en fait, vous allez le constater, en fait, il pensait qu'il est venu à vous en tant que donneur d'ordre parce que vous gériez l'aspect qualité. Et quelquefois, vous l'avez, certains donneurs d'ordre ont vendu comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont dit, moi je m'occupe de Calliope, toi tu fais la prestation. Et de ce fait, il faut revenir sur cet engagement, c'est pas simple. Après, vous avez une peur chez le donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'il se dit, mais si j'amène mes sous-traitants à Calliope, ils vont vouloir travailler en direct. Et du coup, moi, bah, je vais être court-circuité. Voilà. Donc ça aussi, on voit que c'est un frein et là-dessus, il faut des échanges, ça reconfigure la manière dont le business va être fait sur le CPF. Alors après, vous avez une solution qui consiste à attendre. Donc c'est la majorité d'entre vous, communautaires ou sous-traitants, ont fait ça. Alors pour les sous-traitants, c'est depuis 15 ans, hein, voilà, et 20 ans, 30 ans, voilà, donc il y a l'attente. Alors là, le risque est fort qu'il y ait un déréférencement en décembre 2024 quand il va y avoir les contrôles. Vous voyez. Mmh. Et en parlant justement de stratégie, il s'agit en effet des stratégies, qui seront remontées au fur et à mesure. Nous souhaitons connaître la vôtre. Vous avez commencé à compléter, à remplir le sondage, donc je vous invite en effet à aller dans l'onglet sondage et à nous indiquer quelle est votre stratégie en tant que donneur d'ordre. Pour l'instant, sur ceux qui ont déjà voté, nous avons, 32 en effet qui indiquent, attendre. Il y a d'autres stratégies, donc communiquez-les nous via l'onglet chat. Vous avez été 19 à vouloir exiger la certification Calliope des sous-traitants et 13 ne pas, en tout cas recourir à des salariés. Donc continuez à voter et nous sommes intéressés en effet pour, avoir des stats, concernant, ces stratégies. Et concernant le sous-traitant, François, quelles sont les stratégies, aujourd'hui qui sont remontées? Alors, le sous-traitant peut accepter, dans certains cas, ça arrive déjà, hein, vous avez certains organes de formation, certaines écoles qui vous ne pouvez pas faire des factures. Donc si vous êtes intervenant au CNAM, par exemple, bah, vous ne pouvez pas faire de facture. Donc ils vous font un bulletin de paye d'autorité et donc vous cotisez à une caisse de retraite, vous cotisez à la sécurité sociale et en fait, si vous avez des revenus par ailleurs et si vous êtes bien organisé,
voilà, ça n'a aucun intérêt pour vous de cotiser à ces autres caisses, ça n'a aucun impact sur votre retraite, donc ça n'a aucun intérêt. Donc vous cotisez en pure perte et ça c'est compliqué et après c'est mieux d'avoir, je sais pas moi, 500 € sur le compte de sa société que, 220 € en net, voilà. Donc ça, parce que vous pouvez en faire ce que vous voulez des 500 € dans votre entreprise, vous pouvez en faire des frais, acheter, payer votre voiture, votre loyer, etc. Alors que là, vous vous retrouvez avec 220 € en net sur un bulletin de paye. Donc ça vous fait un bulletin de paye que vous retrouvez. Je dis ça parce que je suis vieux, j'en ai plein, et donc j'ai préparé ma retraite, et donc j'ai des bulletins de paye comme ça de 200 ou 300 € qui traînent, ça n'a aucun sens. Voilà. Alors après, vous pouvez accepter de travailler avec le statut auto-entrepreneur. Alors ça se voit. Là aussi, c'est un peu dans certains cas, c'est-à-dire que vous avez votre entreprise et vous avez pour certaines prestations ce statut d'auto-entrepreneur. Vous reprenez ce statut auto-entrepreneur. Bon, c'est des montages compliqués parce qu'il y a le cumul des deux statuts, c'est pas aussi évident que ça. Je ne sais pas comment sur Head-Off ils vont gérer ça. Si vous êtes, ça reste que vous serez conforme, mais c'est un statut précaire. Donc tous ceux qui ont commencé comme auto-entrepreneur, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. Au début, c'est simple et facile, vous payez que 15% de charges sociales, vous allez après, voilà. Puis après, à un moment, ça vous rattrape. Et puis après, sur votre parcours, on va toujours parler de la retraite. Donc vous avez 2 ans, où vous n'avez pas beaucoup cotisé, et voilà, donc c'est un statut où ce qu'on vous donne d'un côté, on vous le reprend de l'autre après, quoi. Donc c'est un statut précaire. Voilà. Alors après, en fait, c'est un statut qui est avantageux si vous avez un statut de salarié et que c'est une activité complémentaire. Vous voyez, le fait, comme statut de départ, c'est vraiment pour essayer. Voilà. Bon. Mais il faut très vite passer au statut entreprise. Voilà. Alors après, vous avez obtenir Calliope. Voilà. Donc là, c'est la conformité, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, il y avait un témoignage d'un sous-traitant qui disait, mais je ne comprends pas, l'organisme de formation me demande de lui remettre mes supports, il me dit que c'est Calliope qui l'exige. Ah, c'est complètement faux. Alors ça, c'est un truc qui existe depuis toujours. Il y a certains organismes qui demandent les supports, on ne sait pas trop pourquoi. Et voilà, parce que le formateur a tendance à survaloriser son support. Et en fait, bon, peut-être qu'un formateur va piquer un slide ou l'autre, mais il fait toujours des modifs, et c'est pas si facile que ça de reprendre tout un cours en fait. Voilà. C'est pas si fréquent que ça, il n'y a pas tant de vols de propriété Intel que ça, il y a plutôt un mélange, joyeux mélange, qu'autre chose, mais au nom de Calliope, on demande beaucoup de choses, parfois de manière impropre. Voilà. Alors, avoir Calliope, ça permet de travailler avec des clients ou des certificateurs professionnels en direct. Voilà, en obtenant, voilà, ça c'est un avantage, c'est-à-dire ça vous permet de la sous-traitance quelque part, ça mène à tout à condition d'en sortir. Voilà. Et donc pour les sous-traitants, Calliope c'est une marge, c'est pas si cher que ça, vous voyez, on l'estime, c'est moins de 60 € en taxes par mois, donc c'est 2 abonnements de portable et demi, et c'est une charge administrative qui est très relative, c'est bien organisé, c'est un audit tous les 18 mois, c'est pas grand-chose, et ça vous permet d'apparaître comme un organisme de formation. Alors, c'est pour ça que si vous voulez vous développer, il faut y aller. Voilà. Alors après, ça permet aussi de s'engager dans la qualité. Alors là, nous, on a certains de nos clients qui font ça. Bon, c'est une minorité, hein, mais on en a 30 ou 40. Et en fait, ils veulent se mettre en démarche qualité. Et ils savent utiliser le certificat. Et donc là, ils travaillent avec des clients, alors des donneurs d'ordre plutôt riches, hein, des organismes de formation d'entreprise, dans l'aéronautique, dans certains secteurs. Et donc, ils utilisent la certification pro pour se légitimer en tant que professionnel de la formation, en interne ou en externe. Voilà. Donc là, c'est une première étape. Et bon, après, ils peuvent passer facilement à la deuxième parce qu'ils ont comment dire, ils savent comment ça marche, et après c'est assez facile d'aller sur Calliope. Donc là, c'est une étape. Voilà.
il y a eu en effet une coquille sur le support, mais qu'on va faire évoluer. Merci François pour toutes ces précisions concernant les stratégies du sous-traitant. Et pareil, je vous invite à nous partager votre stratégie, la vôtre. Ça nous intéresse. Donc, pour l'instant, au niveau des votes, vous êtes 33% indiqués accepter de travailler avec le statut auto-entrepreneur, 28% vouloir obtenir du coup Calliope, 28% autres et 9% accepter de travailler en CDD. Vous êtes 2% pour l'instant à être intéressé par notamment ICPF Pro pour vous engager dans la qualité. Donc, continuez à voter et à nous faire part de votre stratégie. En attendant, on va inviter donc Jacques Abécassis à nous rejoindre, à monter sur scène pour nous partager son point de vue. Merci Jacques déjà de répondre. Je t'ai vu commenter pas mal et répondre à pas mal de questions. Donc, merci déjà pour la modération. Et est-ce que tu vois bien l'onglet monter sur... Ça y est, il arrive. Voilà, Ah, avec le bon fond. Alors, professionnel. merci beaucoup Jusqu'au bout. de cette invitation. Est-ce que vous m'entendez? Très, très Très bien. bien. Ok. Bon, alors en fait, pour faire une confidence à vos invités, je m'étais inscrit en cachette à ce webinaire Exactement. en me disant je vais entendre l'expertise de François et de Néné et je vais profiter d'être participant pour une fois et j'ai pas pu me cacher longtemps. Néné, on s'est parlé hier. Du coup, j'ai rien préparé pour aujourd'hui. C'est l'objectif. C'est un point Je de vue en veux, direct. voilà, bon, je veux dire quand même que je veux témoigner, et excuse-moi François pour ta modestie légendaire, je veux témoigner de l'expertise des propos de François qui connaît toutes les ficelles du métier, les ficelles officielles et les ficelles officieuses. Donc, je l'entends vous renseigner avec beaucoup de précision. C'est vrai que tu as dit, François, que il y a quand même beaucoup de cas limites qui émergent. Tu vois, je t'ai posé une question dans le fil tout à l'heure parce que les OF, ils savent pas. Beaucoup d'OF qui travaillent sous le forme d'associations, par exemple, ne savent pas que légalement, on peut pas vendre des prestations gratuitement, quoi. Enfin, je sais pas comment Oui, le dire, oui, mais tu l'as expliqué tout à l'heure. Et donc, quand on leur dit là, c'est le cas. Et j'ai même un gros organisme de formation qui existe depuis 45 ans, qui est sous forme associative et qui a pris l'habitude de faire travailler bénévolement ou parfois, tu vois, il fait venir un expert comptable qui espère trouver des clients, mais sauf que le gars, il vient faire 15 jours par an d'intervention et il travaille gratuitement, tu vois. Et quand je leur annonce il y a un petit problème avec le code du commerce. Alors c'est vrai que là, c'est un peu la douche froide, voilà. Parce que en formation, on commence à bien connaître le code du travail, mais on oublie qu'il y a le code de la consommation pour les particuliers et le code du commerce entre entreprises. Donc voilà, mon intervention là, elle est surtout sur le fait de dire que d'abord, il faut bien comprendre de quoi il s'agit, c'est pas toujours simple. Et en plus, il y a des cas limites où il y a pour le moment que des interprétations. Et on attend effectivement que dans les versions des foires aux questions ou des guides, on puisse lire des réponses précises. Parce qu'en attendant, voilà, le formateur étranger pour le moment, voilà, les EF continuent à travailler. J'ai des clients qui sont dans ce cas. En fait, ils continuent à travailler sans demander Calliope, etc. Parce que c'est d'une complication terrible. En se disant, ben en fait, moi, en tant que chef d'entreprise, il faut que je prenne le risque d'être un délinquant. Voilà. Mhm. Parce que il ne peut pas ignorer la loi, mais la loi n'aborde pas son cas. Donc, à un moment, il y a un juge qui prendra une décision ou un financeur. Voilà, quoi. Mhm. Oui, je crois que c'est en fait ce que ce décret fait émerger, c'est ce que j'ai appelé des pratiques que la Caisse des dépôts n'attendait pas.
on leur a raconté une histoire de voilà la formation. Alors la formation, il y a des organismes de formation, ils ont des formateurs salariés ou il y a des organismes de formation, c'est des entreprises structurées et ils ont des sous-traitants qui sont des intervenants indépendants, compagnons sur rue, qui sont voilà. Et donc ils s'entendaient pas du tout à avoir cette créativité. Et donc c'est vrai que ce décret fait émerger des pratiques qu'on ne connaissait pas, ou enfin qu'on savait que ça existait. Toi et moi, Et on le savait. oui, oui, on le savait, on le savait. Mais bon, comme on nous a pas demandé notre avis, Oui. mais oui, on le Alors, savait. Mais après, on le ouais. savait peut-être pas dans les proportions. Voilà. Alors, tu vois, parfois, on nous a demandé notre avis, François, et je le dis, mon propos ne se veut pas très polémique, mais un petit peu dans le débat citoyen quand même, et peut-être dans le débat professionnel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les pouvoirs publics, ils ont depuis très longtemps, en tout cas au moins une quinzaine d'années, la volonté qu'il y ait des gros acteurs, je parle de chiffre d'affaires, en formation professionnelle, avec ce marché éclaté, concentré, enfin bref, tu as expliqué tout ça, et que en fait, il y a comme une fauvéa, enfin une zone noire dans la façon de penser des pouvoirs publics, et donc ce sont des personnes qui se succèdent, parce que les pouvoirs publics, c'est des gens hein, qui prennent des Ouais, décisions et qui interprètent. Et alors en fait, ils veulent tellement ça qu'ils font comme si c'était comme ça. Tu vois, c'est-à-dire, je pense, je leur dis le plus aimablement possible, hein, que vu du terrain, on a l'impression qu'ils prennent leur désir pour des réalités. Tu vois, comme s'il y avait une pensée magique qui est que comme on fait comme s'il y avait des gros acteurs sur le marché et que tout le monde fonctionne comme on le souhaite, alors du coup, ça va advenir. Alors, je le dis sans méchanceté, mais j'ai depuis 2 ans et demi cette conviction qui, malheureusement, c'est peut-être un biais cognitif, hein, mais qui se renforce de mois en mois quand je vois les décisions qui sont prises sur la régulation, au point que les initiateurs de tous ces projets, après j'arrête, hein, les initiateurs de Calliope et du CPF, et je pense même à l'ancienne ministre, hein, Madame Pénicaud, les gars, les gens du cabinet, Quintet, là, etc., Fouché, tout ça, qui maintenant sont vent debout contre des actes de régulation parce qu'ils disent mais vous êtes en train de complètement casser le jouet. Bon alors c'est un débat un peu d'experts là que je suis en train de mener. Et effectivement, quand on a besoin de savoir si on doit déclarer ou pas son sous-traitant, on doit voir tout ça d'un peu loin. Mais quand même, c'est des sujets qui ont un impact très concret sur le terrain après. oui, je crois que, enfin, c'est le. Enfin, ce qui est certain, c'est que les choses ne se passent pas comme l'État le prévoit et comme les partenaires sociaux et France Compétences Ministère du Travail le prévoit. C'est-à-dire que bon, depuis 20 ans, en fait, même depuis 30 ans, ce qu'on assiste, c'est quoi qu'il arrive, il y a une augmentation des acteurs de la formation. Il y a de plus en plus d'acteurs de la formation, donc il y a énormément d'opportunités. Euh, il y a plus de réussite que d'échecs, parce que sinon il y aurait moins de monde, hein, donc il y a plus de réussite que d'échecs. Et là, en fait, il s'agit pour le. C'est là où moi je suis modeste parce que je me considère plus comme un professionnel de la formation parce que ça fait depuis 2019 que j'ai plus d'organisme de formation et je vois, de par ma position, je vois tellement de pratiques différentes avec des réussites, quelques échecs, mais qui sont fortement mis en exergue, mais il y en a quand même, il y a plus de réussites que d'échecs. C'est là où il y a des stratégies à avoir qui sont adaptées à certaines situations, certains écosystèmes qui permettent de gagner. Et que là, aujourd'hui, c'est possible de gagner en formation. Nous, on voit des organismes, des centres d'apprentissage qui se montent. L'année d'après, ils font 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On voit des réussites extraordinaires en formation. Maintenant, c'est clair qu'il faut analyser la situation de son point de vue qui est unique et trouver le moyen d'être en conformité, d'avancer. Bon, la qualité, ça paye et la conformité, ça paye. Voilà, ça c'est sûr. Et que le fait de dire, c'est sûr que la situation n'est pas idéale, c'est pas aussi, je dirais, limpide et facile que s'il n'y paraît, mais il y a quand même, ça reste un secteur épanouissant avec d'énormes opportunités. Et
Voilà, c'est le point de vue que je peux avoir. Mais après, bon, je suis pas organisme de formation à la manette et on va rendre la parole à Néné qui va nous Oui, on a justement, on va il y a parler des trésorier. réactions. Il y a des réactions par rapport à ce débat. Stéphane qui se demande, est-ce qu'il faut comprendre que le décret, du coup, ce décret est fait pour faire barrière aux délinquants, entre guillemets, des processus de formation au détriment des formateurs et intervenants sous-traitants honnêtes qui, eux, se trouvent pénalisés par la lourdeur administrative? Alors, moi, je veux bien dire un mot Ouais, ouais. là-dessus parce que j'allais dire je suis pas partie prenante, si je suis un peu partie prenante, mais je suis pas certificateur. En fait, je trouve vraiment dommage de considérer que faire de la qualité parce que c'est obligatoire, c'est une punition. On devrait déjà tous, d'ailleurs, on est déjà tous là-dedans, en vérité, on est tous en train d'essayer de faire de la qualité. En tout cas, on dit tous à nos clients, quand on est prestataire, tu peux me faire confiance, tu peux travailler avec moi, je vais te livrer ce qui est prévu dans le contrat, et en plus, avec le sourire de la crémière, parce que je vais mettre des relations humaines bienveillantes, agréables, etc. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas se donner les moyens d'être crédible. Parce que quand un prestataire dit je suis le meilleur, le client, il veut bien le croire, mais il n'en sait rien. Alors que quand on demande à un tiers extérieur et indépendant, c'est-à-dire un certificateur, surtout quand il est accrédité par le COFRAC, comme c'est le cas pour Calliope par exemple, c'est dommage de ne pas formaliser. Au début, on galère un peu, mais c'est un peu comme les formateurs qui découvrent qu'il y a des objectifs pédagogiques, des évaluations et des programmes. Au début, on galère parce qu'il faut apprendre. C'est une profession qui n'est pas réglementée, donc on peut y rentrer sans avoir les qualifications. Mais du coup, il faut faire de la formation continue tout au long de la vie et comprendre la mécanique qualité. Parce que la qualité en soi, on s'en fout, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et c'est l'intérêt pour rassurer le marché. Oui, je partage ton point de vue. Je pense que le fait de déposer, d'abord, je ne me fais pas d'illusions. Il va y avoir donc des dizaines de milliers de contrats qui vont être déposés sur EDOF et je pense qu'il n'y a pas les fonctionnaires en face pour les examiner tous. Donc, enfin là, c'est clair qu'on demande, enfin, le fait de demander des pièces, c'est pas comme ça que moi j'aurais conçu les contrôles, mais bon, je, je, c'est vrai que là, on demande de déposer des pièces, c'est quand même, c'est rébarbatif. Bon, ça exige qu'il y ait un contrat, bon, ok. Mais là, on n'est pas dans la qualité, en fait, on est dans le fait que c'est de l'argent public et il doit y avoir de la traçabilité. Bon. En revanche, le fait d'avoir Calliope, de se lancer dans une démarche qualité, ça, en fait, Calliope permet à un débutant d'avoir un référentiel et d'apprendre en quelques semaines la notion de NDA, ce que c'est qu'un NDA, la notion de convention de formation, des notions que on mettait à l'époque quand on a commencé dans la formation, enfin moi dans les années 80, fin des années 80, on mettait des années à comprendre ça. C'était des années parce que c'était complètement, ça paraissait simple et facile, mais la convention, fallait l'avoir. C'était pas si, c'était une fois qu'on maîtrisait le système, on pouvait gagner beaucoup d'argent, mais il fallait quand même le maîtriser. On mettait des mois, des années à comprendre tout ça parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, donc c'était les décrets, on les avait pas. Et donc on fait comme beaucoup de jeunes font aujourd'hui. Je les vois, en fait, ils sont sur Internet, ils tapotent et puis ils tentent des trucs sur EDOF, etc. Ils sont à tâtons, mais ils tâtonnent sur Internet, quoi. Et donc, il y a Calliope, c'est un accélérateur, ça c'est sûr. Ça permet de comprendre très vite et d'apparaître comme un pro, ça c'est clair. Les contrôles, je suis moins sûr. Ouais, je pense pas que ce soit très intéressant. Bon, à propos donc j'abonde dans ton sens. Et à propos des contrôles, c'est sûr que, tu vois, par exemple, j'ai été très proche du GIE Datadoc au moment de la mise en œuvre, de l'élaboration puis de la mise en œuvre des contrôles des OPCO via le GIE. Je parle bien de ces contrôles-là. En fait, bon, tout le monde sait qu'il y a 123 000 NDA, qu'il y a 45 000 organismes qui font le marché, en gros, quoi. Et tous les ans, il y a des contrôles qui sont décidés, je peux pas tout vous dire,
en fin d'année et qui sont censés démarrer au mois de janvier. En fait, ils démarrent au mois d'octobre, tous les ans, depuis plusieurs années. Et ensuite, on fait péniblement 800 à 1000 contrôles. Et tous les ans, on dit, mais faites gaffe, l'année prochaine, il y en aura plus. Mais comme tu le sous-entendais, je crois, François, en fait, ça coûte très cher de payer des gens pour faire du contrôle. Et donc, bon, je sais pas, c'est pas une bonne raison pour tricher, mesdames et messieurs, hein, mais je pense que il y a beaucoup d'organismes de formation, je crois, qui sont des gamblers ou des riscophiles, je ne sais pas comment le dire pour me faire comprendre, c'est-à-dire qu'ils se disent, il n'y a pas beaucoup de contrôle, ils savent pas que il n'y a pas que les 800 des OPCO, hein, il y a plein de contrôles de Pôle emploi, etc. Donc ne croyez pas que... Mais enfin, ils se disent, il y a une chance de passer entre les gouttes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, je pense que c'est... En fait, on voit, c'est les très grands organismes qui se mettent en... Enfin, c'est les organismes structurés qui finissent par se mettre en conformité parce que le manager de l'organisme, il a des collaborateurs et plus il a des collaborateurs, plus il augmente son niveau de risque et sa visibilité. Et donc, c'est clair que les organismes il y a 4-5 ans, il y avait de la sous-traitance sans NDA, c'était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait des organismes qui avaient 1000, 2000 intervenants. À un moment, ils ont, sans qu'il y ait eu de contrôle d'ailleurs, mais le risque de contrôle était tel qu'ils se sont mis en conformité. Et c'est vrai que le fait que le secteur soit atomisé, c'est très compliqué voilà. Mais l'État, par moment, a su le faire. Hein. Il y a 6 ou 7 ans, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on déposait le NDA. Le NDA, on avait prévu une action de formation et la directe débarquait dans le lieu, à l'heure et à la date de l'action de formation présumée. Oui, oui. Je me rappelle des clients qui m'appelaient, Monsieur Galino, oui, mais on avait mis cette adresse-là, mais en fait, la formation se déroule ailleurs, en fait. Bon, voilà. Et il y avait des contrôles systématiques. Voilà. Alors aujourd'hui, il serait bien impossible de le faire parce qu'il doit y avoir, je sais pas, il y a peut-être 2000, il y a 4 ou 5 000 organismes de formation qui déposent un NDA tous les mois, donc ils n'ont pas les ressources pour faire tous ces contrôles, mais il y a, je sais pas, 6-7 ans, ça arrivait systématiquement en Ile-de-France, des vagues de contrôle. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et puis, je suis en train de penser à un sociologue qui s'appelle François Dupuis et qui nous a quittés il y a quelques jours, là, qui était comment dire, un descendant de Crozier et de ces gens-là sur les organisations, et en fait, qui ont une vue un peu plus systémique du fonctionnement des systèmes. Et en fait, il faut quand même se poser la question de savoir si c'est pas le mécanisme de régulation qui fabrique la fraude. Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut se dire que c'est ce qu'on fait qui produit ce qu'on obtient. Et augmenter le contrôle quand les gens ont déjà, tu vois, quand on est une profession où il y a des tas de gens qui ont appris à contourner. Il y a des fraudeurs professionnels, enfin des vrais escrocs. Ceux-là, bon bah, c'est des délinquants professionnels. Et là, on parle d'une partie de la profession, je dis bien une partie, qui a appris à contourner la difficulté pour travailler en fait. Hein. C'est pas seulement pour tricher, parce qu'il y a beaucoup de tricheurs. Quand vous voyez leur chiffre d'affaires, on se dit il serait honnête, il gagnerait beaucoup plus. Mais simplement, pour exister au quotidien, il doit contourner une difficulté parce qu'il n'a pas les ressources économiques ou humaines pour accomplir les annexes, on peut dire, selon lui, de son activité. Et donc, augmenter la coercition, avec parfois, hier, j'ai vu que sur la fraude sociale, on a des ministres qui se réjouissent qu'on fasse la guerre aux fraudeurs. Et enfin, tu vois, c'est-à-dire une espèce d'appel au lynchage. C'est ce qui est en train d'arriver doucement en formation. Ça va augmenter la triche, en fait. Hein, parce que les petits EF, ils doivent exister. Et un chef d'entreprise, il s'assure de remplir son frigo et de payer ses salariés. Tu vois, alors, contrairement à ce qu'on dit, je prends un peu le contre-pied, un peu de manière provocante, mais pour dire que il faudrait peut-être aussi se poser 2 minutes pour se demander si ce qu'on obtient, c'est pas ce qu'on a fabriqué.
Mmh. Merci pour ce débat. Je pense qu'en effet, vous pourrez encore débattre sur le sujet pendant au moins 2 heures. Une dernière question qui t'est arrivée par rapport à la suite. Est-ce qu'après ce décret spécifique aux actions CPF, est-ce qu'on va voir venir un autre décret qui va l'élargir à tous les types d'actions de formation, même financées par les OPCO? Alors, pas dans pas dans un futur proche. On aura donc là maintenant, je pense que là, on aura une réforme. On va avoir une réforme de la formation professionnelle sans doute à la prochaine mandature présidentielle. Donc là, il y aura une réforme qui est en cours et on n'a pas pour l'instant enfin, il n'y a pas de, on aura certainement une évolution de Calliope, mais donc là, on doit être tranquille pendant, je pense au moins, on va savoir on va savoir ce qui va se passer on aura des idées. Enfin, moi, j'en ai quelques-unes et Jacques aussi. Hein, on aura des idées dans 2 ans. Bon, mais globalement, le dispositif de certification Calliope ne devrait pas être remis en question. Voilà, du fait que, en fait, comme le dit Jacques justement, c'est que les contrôles, là, bon, ça coûte. Et donc, l'État n'a pas tant de moyens que ça. Et donc là, oui, on s'oriente vers un dispositif Calliope qui sera sans doute plus étendu. Mais on va pas avoir, enfin là, dans un futur proche, il n'y a pas de décret en cours de préparation sur quoi que ce soit en ce moment. On rentre dans une ère de stabilité qu'on n'a pas connue depuis au moins 10 ans, puisqu'avant, en fait, Datadoc, pour ceux qui y étaient, dès 2017, on savait que ça allait s'arrêter. Alors après, avec le Covid, ça a perduré jusqu'en 2021-2022. Ça perdure encore, mais Datadoc, dès 2017, on savait que ça allait s'arrêter. Du coup, il y avait une forme d'incertitude qui était très forte. Voilà. Là, il n'y a pas d'incertitude parce qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de. Voilà, on a mis en place la qualité. Maintenant, on veut faire tourner le système. Voilà. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait plus de ministre de la formation, c'est un signe qu'on ne veut pas faire grand-chose sur le secteur dans les 2 ou 3 années qui La viennent. pauvre Carole Grandjean se retrouve chez Eram. Voilà. Et Tam. Et Tam. Enfin, moi, je voudrais, en 2 phrases, tu vois, Néné, je voudrais dire que quand même, je recommanderais, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que les gens qui travaillent, les personnes ou les organismes qui ne travaillent que en sous-traitance, même si elles ne souhaitent pas passer la certification Calliope, qu'elles s'approprient le guide de lecture parce que c'est les règles de l'art de notre métier. Et donc, la formation, c'est une profession, sinon un métier. Et donc, quand on veut faire partie d'une profession, les bouchers, ils parlent le boucher, quoi. Les ingénieurs informatiques, ils parlent l'ingénieur informatique. Et donc, si on veut travailler dans la formation, c'est une bonne idée d'être fier d'en faire partie. Et donc, on va avoir les défauts, le jargon, on va comprendre les mécaniques, etc. Et en plus, ça structure l'activité et ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Et donc, même si on passe pas la certification, ça serait une bonne idée de prendre le guide de lecture et de dire, je fais comment, moi, par rapport à ces exigences-là. Et tous les gens qui le font disent, je voulais pas le faire au début, heureusement que je l'ai fait. C'est ma conclusion sur cette certification Calliope comme contrainte. Et qui est très pertinente, en effet, quand on voit quand on y met du sens par rapport à la démarche qualité, en effet. Merci beaucoup, Jacques, en effet, pour ton point de vue très pertinent et qui a apporté, en effet, on a des retours très positifs par rapport à ta prise de parole qui apporte, en effet, des compléments par rapport à l'intervention de François. Merci beaucoup, Jacques. Je ne suis bon que quand vous êtes là tous les deux. Donc, Tu nous flattes, Jacques. Merci beaucoup, Jacques. Donc, on va conclure. On a des participants qui nous quittent déjà. Donc, vous aurez en effet le support et le replay après avoir complété le questionnaire de satisfaction reçu à la fin du webinaire. Je laisse François conclure après la conclusion de Jacques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que
c'est un décret pour les donneurs d'ordre et vous devez agir si vous voulez, je dirais, il faut un plan d'action, ça c'est important, et vous devez agir en fonction de votre stratégie, de votre vision du marché. Et bon, pour ceux d'entre vous qui sont dans cette situation, vous êtes soit en responsabilité, vous êtes salarié mais en responsabilité, soit vous êtes entrepreneur, enfin entrepreneur, et là l'entrepreneur, vous devez agir. Vous pouvez attendre n'est pas une solution, c'est prendre le risque d'être sorti de ce marché. Il y a une phase va y avoir une phase de, comment dire, de régulation où effectivement vous allez avoir des organismes qui vont attendre les contrôles, mais après il va y avoir une phase d'épuration du marché, des acteurs en moins, et ça fera la sous-traitance dans quelques mois, ce sera de la sous-traitance Calliope sur le CPF, et les donneurs d'ordre rechercheront des sous-traitants Calliope. Alors cette bascule-là va se produire. Je ne sais pas quand, mais alors vous pouvez l'anticiper, ou vous pouvez faire une croix sur ce marché et dire je vais en sortir. Voilà. Bon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur Calliope, où vous avez tous les mois, vous avez un poste je quitte Calliope, et donc vous avez une entité qui. Alors il y a plus d'entrées que de sorties, hein, donc ils n'arrivent pas à créer un mouvement. Hein, il y a quand même 15 milliards de subventions à l'année, donc et puis c'est un signe de reconnaissance pour être organisme de formation. Donc vous pouvez sortir du marché de la formation. Là, le risque sur le CPF, c'est que la sortie, ça passe par un déréférencement. Voilà. Pour les commanditaires et les sous-traitants, l'opportunité, c'est de jouer la carte de la qualité. Ça, c'est de jouer la carte de la qualité et d'anticiper. Voilà. Alors, bon, là, maintenant, à 9 jours de l'échéance, on va parler de. C'est une anticipation, je dirais, de dernière minute, hein, avant. Voilà. Mais il n'y a pas de mur, en fait, au 1er avril. C'est là où je veux vous rassurer. Hein. Il n'y a pas de mur, en fait. Vous allez pouvoir continuer pendant quelques semaines, quelques mois, enfin au moins jusqu'à fin décembre. Voilà, sauf si bon, il y a des cas flagrants, mais il n'y a pas de mur. En revanche, il faut se mettre dans l'application d'une loi ne se décrète pas. Une loi, ça s'applique. Voilà. Et là, bon, il y a une exigence de qualité. Voilà, je vous remercie. On répond à des questions peut-être. Voilà. Oui, on va prendre 1-2 questions en effet, parce qu'on a dépassé légèrement le timing, mais vous êtes encore plus de 180 à être encore avec nous, donc on va prendre encore quelques minutes pour en effet aller plus loin. Si vous êtes donneur d'ordre, en effet, vous avez un nombre important de sous-traitants. Notre équipe d'assistants est à votre disposition. Votre contact, c'est le directeur général délégué Vincent Capoine. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui directement. Donc, on vous enverra le support et vous avez en effet dans le questionnaire également ses coordonnées. Si vous êtes sous-traitant et vous souhaitez passer à l'action et être en conformité à partir du 1er avril, votre contact, c'est Ania Galino. Sinon, vous avez le lien pour effectuer votre demande dès maintenant. On va vous partager également donc c'est des prises de rendez-vous dès maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait, Néné, si on est un Oui. donneur d'ordre Qu'est-ce qu'on fait si on est un donneur d'ordre qui a moins de 20 sous-traitants? Ah, si on a moins de 20 sous-traitants, vous pouvez tout de même contacter Vincent Capoine. Ouais, c'est vrai que on prend également. Quand même, voilà. Heureusement que je suis là pour défendre Oui, les clients merci que vous François. voulez exclure. Hein. Vous voulez travailler que pour des. Ah non, ah non, non. Voilà, heureusement que je suis là. Voilà, je On suis prend, le on, rempart de on tous est, les organismes. on est à votre écoute. Donc, vous avez le questionnaire. Il y a eu plusieurs questions là-dessus. On va vous envoyer donc ce questionnaire par email des réceptions. Une fois que vous le complétez, la présentation vous sera envoyée ainsi que le replay. Vous pourrez tranquillement, notamment demain ou ce week-end, pouvoir revivre ce webinaire de qualité et le débat très, très riche entre François et Jacques ce week-end.
Alors, pour obtenir une certification, faites votre demande, vous avez le lien et notre service client, vous avez quelques demandes aussi à ce sujet. Notre service client est à votre écoute depuis la plateforme Noé. Donc, on va prendre une, deux questions. Est-ce que François, tu as vu une question pertinente que tu souhaites, à laquelle tu souhaites répondre? Sinon, oui, est-ce que tu en as une Alors, il y a avant la de question regarder? d'Yves Korfmat. À Mm, quand une certification basée sur la compétence du formateur? Donc là, mm, cette certification, elle existe, c'est la certification pro. Donc on va prendre en compte la fonction, la durée de l'expérience dans la fonction, la formation du formateur, comment il est monté en compétence. On va prendre, voilà. Donc cette certification, elle existe. Il se trouve qu'elle n'est pas obligatoire. Il se trouve que les pouvoirs publics, pour le moment, refusent qu'on l'accrédite. C'est-à-dire que pour faire une accréditation COFRAC qui lui donnerait plus de valeur, il faut avoir l'aval des pouvoirs publics et ils ne nous la donnent pas puisque la stratégie pour le moment, c'est de se focaliser sur Calliope. Voilà. Donc nous, on est positionné. Je crois qu'on arrive, en fait, les formateurs professionnels qui ont une certaine expérience, une certaine expertise, doivent prendre conscience qu'ils doivent se défendre, qu'ils doivent défendre leur profession. Et les syndicats de formateurs aujourd'hui ils sont très peu nombreux, ils ont peu de moyens, ils ont peu d'adhérents. Les adhérents, c'est soit des nouveaux, soit des très anciens. Et donc, je dirais la génération des 35-55 ans, il y a une voie, alors qui est un peu à l'ancienne, hein, mais c'est d'investir. Il y a deux voies en fait pour mettre en valeur le métier de la formation. C'est soit la certification tierce partie, donc s'engager de manière massive dans la certification pro, de manière à faire émerger un nombre important de formateurs et que ça puisse faire poids. Alors moi je me rappelle, il y a 10 ans, on me disait, François, quand tu auras 1000 certifiés pro, tu fais ce que tu veux. Bon, on est arrivé à 1500, on ne fait pas ce qu'on veut, donc ça doit être plus. Mais je suis déjà arrivé à 1500, donc maintenant je me dis, bon, ça doit être peut-être pour faire pression, c'est 5000 ou 6000. Euh, Là, c'est une certification qui peut émerger aujourd'hui parce que tout le monde comprend que Calliope, c'est une certification basique et tout le monde commence à comprendre que Calliope, c'est pas une certification de la compétence du formateur, du professionnalisme du formateur. Vous voyez sur les réseaux sociaux, vous avez des certifiés qui mettent en avant cette certification avec leurs photos et on voit quelque part qu'ils le présentent comme un signe de qualité de leur professionnalisme. Or, ça, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, pour le formateur, la porte est ouverte. Voilà. Donc ça, c'est une voie. L'autre voie, ça consiste à investir un syndicat, le CIFI ou la CSFC, d'être 10 000, de cotiser et de demander au conseil d'administration de ce syndicat de promouvoir la certification qualité voilà, et de rendre obligatoire une démarche de certification qualité qui pourrait être imposée à tous les financeurs. Donc ça, c'est une voie. Et pas qu'ils fassent, aujourd'hui ils font le contraire, en fait ils facilitent la vie aux nouveaux entrants. Donc en fait ils facilitent la vie ce que j'ai lu là sur quelque chose. Si vous êtes débutant, votre vie est facilitée, on vous laisse rentrer dans le marché et après on vous complique la vie, c'est-à-dire que vous avez des obligations qualité qui s'imposent à vous au fur et à mesure, une fois que vous êtes établi. Et imaginez qu'on fasse ça dans l'aéronautique. Boeing, Airbus, vous avez plein de démarches qualité comme aujourd'hui. Par contre, si vous êtes nouveau constructeur, pendant 2 ans, aucune obligation qualité. Vous faites ce que vous voulez. On ne monterait pas dans les avions. Merci François. Une dernière question de Philippe qui a été posée par d'autres participants également. Quelles sont les obligations pour le sous-traitant concernant la sous-traitance bénéficiant de financement public mais hors CPF? Alors, le sous-traitant, alors c'est le chapitre, il y a un chapitre sous-traitance dans le guide des organismes de formation qualité. On Alors, va vous le repartager dans le. il doit avoir un numéro de déclaration d'activité et les modalités de son intervention doivent être définies et le commanditaire reste responsable. Alors, le contrat n'est pas obligatoire, mais les modalités doivent être définies.
Merci François. Il est 15h44. On va clôturer cette session, la session d'aujourd'hui. Merci, merci François, merci Jacques, merci Gladys et Thomas qui étaient en modération. Du coup, je vais donner la parole à Jacques pour un dernier mot de conclusion. Eh ben, faisons très court. Merci beaucoup pour cette invitation et j'espère que on a alimenté la réflexion de vos invités sur toutes ces questions où on voit que on est rebuté par le côté technique, mais le technique, c'est comme les outils, ça dépend de qui s'en sert. Merci beaucoup Jacques pour ton expertise et on a bien fait du coup de faire appel à toi la veille pour le lendemain et tu as répondu efficacement à cette sollicitation et contribution. Merci beaucoup. Voilà. François, un mot de conclusion? J'ai été très, très heureux très intéressé d'échanger avec vous. Bon là, vous étiez très nombreux, hein, c'est notre grande surprise puisque les webinaires rassemblent plus de personnes que au plus fort de la vague de 2021. Donc on a été surpris par le nombre de personnes qui sont intéressées par le sujet, puisqu'on a même fait un webinaire à 2200 inscrits, donc au tout début. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est très préoccupant. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que il y avait une phase de sidération et d'irritation dans les premières semaines, dans les premiers mois. Là, on voit que bon, on commence à pouvoir parler stratégie. Ça, c'est intéressant. La stratégie, c'est vous qui la définissez pour votre organisme en fonction de la vision que vous avez du marché et de la vision que vous avez de votre activité, de la foi que vous avez dans votre activité. Voilà. Pour conclure, je ne peux que vous inciter à vous engager dans la démarche qualité. C'est une voie magnifique et ce qu'elle apporte va bien au-delà des petits financements qu'on peut obtenir. Il n'y a pas que le financement public dans la formation, heureusement. C'est un domaine où les exigences sont énormes et elles vont croissantes. Et les stagiaires, les entreprises sont de plus en plus lucides sur la qualité de la formation et ce qu'on peut obtenir par la formation. Je vous remercie beaucoup. Merci François, merci Jacques, merci Thomas et Gladys qui ont su répondre à la majorité. Il y avait beaucoup de questions. On est conscient en effet qu'on n'a pas pu forcément répondre à toutes les questions. Si vous en avez auxquelles vous n'avez pas eu de réponse, notre équipe est à votre service. Vous souhaitez savoir si vous êtes concerné, vous avez le test de positionnement. Vous souhaitez engager la démarche, que ce soit un donneur d'ordre, Vincent est à votre écoute, que si vous êtes sous-traitant, Ania également est à votre écoute. Et voilà. Et je vous remercie également. Mon mot de fin, c'est en effet, engagez-vous dans la démarche si vous êtes concerné, comme François l'a indiqué. Et sinon, on vous attend nombreux lors de nos prochains événements pour vous rencontrer. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous.